Chers téléspectateurs de notre chaîne Jean-Claude Katende TV, je voudrais vous saluer en vous disant bonjour ou bonsoir en rapport avec les milieux ou la ville où vous vous trouverez pour suivre notre émission. Je voudrais aussi vous remercier pour le fait que vous suivez nos émissions et en même temps aussi vous abonnez à notre chaîne pour que par vous nous puissions partager nos idées, notre manière de voir ce qui se passe dans notre pays en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous voulons aborder encore et toujours la question de la désignation du président de la CENI, et la personne qui a été désignée, c'est M. Ronsard Malonda, que vous connaissez tous et qui a suscité beaucoup de débats en faveur et des débats contre lui en ce qui concerne sa désignation. Nous faisons cette émission sur la même question parce que la décision prise par le président de la République, M. Félix Tshisekedi, qui a refusé d'investir M. Ronsard Malonda comme président de la Commission électorale nationale indépendante, vient relancer le débat. Mais je dois vous dire, chers téléspectateurs, que la désignation de M. Ronsard Malonda nous a vraiment démontré que les confessions religieuses de notre pays ne sont pas au-dessus de tout soupçon. La désignation qu'ils ont faite de M. Ronsard Malonda a créé une grande déception chez beaucoup de Congolais, proportionnellement, je voulais dire, aux espoirs et à la confiance que les Congolais faisaient au Père de l'Église. Et la considération a toujours été que si toute notre société était pourrie, nous pouvions nous reposer sur les pères de l'Église, c'est-à-dire les chefs de confession religieuse, pour que d'eux puisse sortir quelque chose de bon, quelque chose de meilleur, quelque chose de construisant, quelque chose de parfait pour aider notre pays à avancer. Cela n'a pas été le cas. Je pense que cette première désignation du nouveau président de la CENI a démontré des limites, a démontré que les chefs de confession religieuse avaient des limites, avaient des partis pris et étaient capables de succomber au favoritisme, étaient capables de succomber au tribalisme et aux autres maux qui gangrènent notre société. Mais je dois vous dire que tout n'est pas perdu. C'est pour ça que nous pensons que la décision du président de la République de ne pas investir M. Malonda donne la seconde chance aux chefs de confession religieuse. Et nous pensons qu'ils peuvent se racheter, qu'ils peuvent faire mieux en tenant compte des personnes qui sont mortes à cause de leurs erreurs aussi, mais aussi en tenant compte de toutes les marches qui ont eu lieu en République démocratique du Congo. C'est pour ça que, pour leur permettre de se racheter, nous avons dans cette émission quelques propositions à faire. La première chose, il faut dire que le fait qu'on ait donné aux chefs de confession religieuse de désigner chacun un candidat à proposer est une véritable source de conflit, parce que chaque chef de confession religieuse se battra bec et ongle pour faire passer le candidat qu'il a proposé. Donc, le candidat proposé par chacun, ou disons la possibilité qui est donnée aux chefs de confession religieuse de soutenir et de présenter chacune ou chacun des chefs de confession religieuse un candidat
est la première source des problèmes, est la première source des conflits, est la première source des compétitions, d'où il faut absolument changer cette procédure, cette manière de procéder. Voyez-vous, si les catholiques doivent présenter un candidat catholique, les kimbanguistes un candidat kimbanguiste, les musulmans un candidat musulman et l'Église protestante un candidat protestant et les églises de réveil leur candidat, nous nous posons la question de savoir, mais ceux qui ne font pas partie de toutes ces confessions religieuses vont être soutenus par qui? Prenons par exemple des Congolais qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu. N'ont-ils pas, parce que notre État est un État laïque, n'ont-ils pas le droit de participer à la compétition pour la CENI? Mais prenons les animistes qui sont encore nombreux dans notre pays. Qui va pouvoir les soutenir? N'ont-ils pas aussi le droit de participer à cette compétition pour gérer la CENI? C'est là que nous disons que le fait qu'on demande à chaque confession de présenter un candidat, c'est d'abord discriminatoire à l'égard de ceux qui n'appartiennent pas aux confessions religieuses. Et c'est aussi une violation flagrante de l'article 13 de notre Constitution, qui dit qu'aucun Congolais ne peut faire l'objet de discriminations en matière d'accès aux fonctions publiques en fonction tout simplement de son appartenance tribale, de son appartenance ethnique ou sur base tout simplement de sa religion. Voyez-vous que déjà, cette manière de procéder par les confessions religieuses, elle est injuste, mais elle est aussi discriminatoire à l'égard des autres Congolais qui ne peuvent pas être soutenus par les confessions religieuses. C'est pour ça que nous estimons que si on veut vraiment faire un processus transparent, un processus inclusif, un processus qui permet la cohésion nationale, il est clair que ces modalités de désignation du président de la CENI, qui a été suivie par les confessions religieuses, doit être tout simplement supprimée, doit être tout simplement écartée, doit être tout simplement bannie. Surtout que les confessions religieuses ont pour fondement l'amour, ont pour fondement l'unité, ont pour fondement les rassemblements. Il est donc clair qu'il faut donner la possibilité à quiconque voudrait être président de la CENI d'avoir l'option de postuler, l'option de se présenter. Mais si nous supprimons cette procédure de désignation que nous estimons injuste et discriminatoire, c'est qu'il faut la remplacer par une autre, qui soit meilleure. Et pour nous, la procédure qui puisse être meilleure et que les chefs de confession religieuse doivent pouvoir, n'est-ce pas, suivre, c'est de faire l'appel à candidature. Que tout Congolais qui estime qu'il a des compétences, qu'il a l'expérience, qu'il a les valeurs éthiques exigées par ce genre de fonctions, puisse se présenter. Et qu'en ayant toutes les candidatures de manière ouverte, de manière transparente, qu'on prenne un certain nombre de choses en considération pour arriver à sélectionner le meilleur de candidats possible. Et c'est pour ça que j'estime que la première étape dans cette sélection serait que les chefs de confession religieuse examinent tous les documents académiques, tous les documents professionnels exigés
par les critères qui vont être fixés pour voir qui remplit, qui a produit ces documents et qui ne les a pas produits. Ainsi, on constatera que ceux qui ont produit tous les documents tels qu'exigés vont être retenus dans cette première phase et ceux qui auront manqué un document ou plusieurs documents vont être tout simplement écartés. En ce moment-là, les chefs des confessions religieuses vont établir une liste courte des personnes ayant rempli cette première phase de critères, c'est-à-dire les critères liés à la production de documents, soit académiques et ou les documents professionnels, qui doivent non seulement montrer qu'on a étudié, qu'on a un certain parcours estudiantin, un certain parcours académique, mais qu'en même temps aussi on produit un document qui soutienne l'expertise, l'expérience que vous avez. Et là, nous aurons une première phase d'élimination et un petit groupe va être retenu. Deuxième phase va consister tout simplement à faire un test écrit avec tous les candidats qui vont être retenus. Un test écrit qui va porter sur une question convenue par les chefs de confession religieuse, bien sûr en rapport avec le processus électoral. Et les chefs de confession religieuse vont pouvoir prendre ces tests écrits qui sera fait par chaque candidat et chacun des chefs de confession religieuse va corriger la copie de chaque participant en y mettant une note qui va être convenue. Après ces tests écrits, il faut maintenant qu'on passe à une interview. Et tous les candidats prendront part à l'interview et pendant l'interview, chaque chef de confession religieuse posera une ou deux questions qui lui seront confiées et chacun d'eux donnera une cote à chaque participant. Et à la fin du processus, on prendra la note, n'est-ce pas, du test écrit, on prendra la note de l'interview et on fera la sommation. Et cette sommation permettra qu'on puisse retenir sans discrimination, sans injustice, sans tribalisme, le candidat qui aura obtenu la meilleure note par rapport à tout le monde. Mais de cette façon, nous pensons que nous pouvons aboutir à la sélection des meilleurs candidats. Un candidat qui ne posera pas de problème, un candidat qui sera un objet de participation de tous les chefs de confession religieuse et un candidat qui prendra la CENI avec la conviction qu'il a l'appui de toutes les confessions religieuses, qu'il a le soutien de toutes les confessions religieuses, et ainsi il aura le soutien non seulement de l'Assemblée nationale, le soutien du président de la République qui va l'investir, mais aussi le soutien du peuple congolais. Voilà comment nous réfléchissons. Faire les choses autrement va être toujours source de conflits, source de problèmes. Aujourd'hui, en démocratie, nous devons nous dire que la discrimination n'est plus possible, le tribalisme n'est plus possible, le favoritisme n'est plus possible. Il faut que le processus se fasse dans la transparence, que les Congolais soient informés au fur et à mesure, n'est-ce pas, de la procédure pour que chacun soit au courant de ce qui se passe. Ça, c'est la manière de procéder pour arriver à trouver un candidat qui aura l'appui de tout le monde. Mais comme vous le savez, ce n'est pas seulement la procédure qui pose problème, mais il y a aussi la réforme de la CENI. Il est nécessaire, il est important que la CENI soit réformée. Et la première chose
à laquelle nous devons penser dans la réforme de la CENI est que cette institution ne soit plus contrôlée par les politiciens, que son bureau ne soit pas contrôlé par les politiciens. Si on doit y inclure quelques politiciens, ils doivent être un nombre le plus réduit possible parce que dans la composition actuelle du bureau de la CENI, ce sont les politiciens qui contrôlent la CENI et en même temps, c'est la majorité au pouvoir qui a beaucoup de représentants au sein du bureau de la CENI. Ça, c'est inacceptable. Et ça aussi, c'est une source de conflit parce que les politiciens feront toujours tout pour que les décisions prises par la CENI, que le processus profite aux uns et aux autres. Nous pouvons retrouver dans le bureau, dans sa configuration actuelle, les gens de la coalition KHFCC et les gens de la Mouka. C'est encore une source de conflit parce que chaque groupe fera tout pour que les décisions lui soient profitables. La mise en œuvre de toutes ces décisions sur terrain puisse aussi lui être profitable. Est-ce que nous pouvons réduire ces champs de conflit, cette source de conflit, en prenant tout simplement des hommes et des femmes qui ne sont pas des politiciens, des hommes et des femmes qui ont montré dans l'exercice de leur travail l'indépendance vis-à-vis des politiciens, des hommes et des femmes qui ne pourront pas se faire acheter par ceux qui auront l'argent et particulièrement dans le cas d'espèces, ce sont ceux qui sont au pouvoir, qui ont l'argent, qui peuvent faire des propositions aux membres du bureau de la CENI pour prendre telle ou telle autre position. Ça, c'est important et il faut que cette réforme puisse avoir lieu, permettre à la CENI, par sa composition, de devenir vraiment un organe indépendant, constitué le moins possible de politiciens. Je crois aussi que la loi électorale devra être revue sur un certain nombre de questions, notamment en ce qui concerne la production de preuves dans le cas où vous avez des contestations par rapport à l'élection du président de la République ou des députés provinciaux. Il ne faut pas, provinciaux ou nationaux, il ne faut pas que la charge de la preuve pèse uniquement sur le candidat. Il faut faire peser cette charge de la preuve sur le candidat, mais aussi sur la CENI, qui doit avoir obligatoirement, je dis, la charge de pouvoir remettre à chaque candidat un procès verbal du vote. Ça, c'est très important. Il y a aussi la question du seuil qui devra faire l'objet d'un autre débat aujourd'hui, parce que hier, ce débat était totalement orienté en faveur de la majorité qui était au pouvoir en 2018. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est important que cette question soit remise sur la table. Je pense aussi qu'une autre question importante qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est le débat sur le rapport de l'actuel bureau de la CENI, c'est-à-dire de l'actuel président de la CENI, qui doit faire son rapport. Et ce rapport, éventuellement, pourrait proposer des choses qu'il faut améliorer. Et il n'y a pas des gens qui ont vécu les élections comme les membres de la CENI, comme les membres du bureau, qui, s'ils sont de bonne foi, ils vont pouvoir faire des propositions qui améliorent le processus, pas dans l'intérêt des uns et des autres, mais dans l'intérêt, n'est-ce pas, des Congolais, donc de notre pays. Et là, je pense que c'est très important que nous puissions le regarder. Une autre question qui doit aussi faire l'objet, n'est-ce pas, d'échanges avant la nomination, la désignation et la nomination du président de la CENI, c'est l'audit de la gestion de la CENI. Je voudrais vous dire que la CENI a englouti des sommes importantes, des sommes très importantes. Et cet argent, c'est l'argent du contribuable congolais. Ça veut dire en d'autres termes que ce soit le gouvernement qui a donné l'argent,
que ce soit les membres de la CENI qui ont géré cet argent, ils doivent se mettre en tête qu'ils ont des comptes à rendre aux Congolais. Parce que c'est l'argent des Congolais. Il ne faut pas qu'il soit utilisé tout simplement pour le plaisir d'être utilisé, mais il faut que les gens sachent qu'à un moment donné, nous allons rendre des comptes sur la manière dont nous avons géré l'argent de la République. Et l'argent de la République doit être géré avec la plus grande rigueur. L'argent de la République doit être géré avec la plus grande rigueur. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est l'argent qui appartient aux Congolais. Il ne faut pas qu'un petit groupe de Congolais s'en empare et le gère à leur guise, tout simplement parce qu'ils ont la responsabilité ou l'opportunité d'être à la tête de la CENI ou dans le bureau de la CENI pour pouvoir gérer cet argent. Je pense aussi que dans ce même cadre, il y a eu des organisations qui ont porté plainte contre la discrimination dont certains Congolais ont fait l'objet lors de l'examen des candidatures pour la CENI. Il y a eu des gens qui ont été écartés, des Congolais qui ont été écartés sans une preuve irréfutable. Ils ont été écartés tout simplement parce qu'on les soupçonnerait d'être proches à l'actuel président de la République ou d'être de sa province. Je crois que ça, ce sont des choses extrêmement graves sur lesquelles la justice doit pouvoir s'appesantir avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur pour que la décision soit connue de tous, pour prévenir d'autres dérives de cette nature tribaliste, non seulement en ce qui concerne la CENI, mais aussi d'autres institutions de la République. Je ne pense pas un seul instant que le président Félix Tshisekedi a été élu seulement par les gens de sa province. Il y a eu des gens de toutes les provinces qui l'ont élu. Et je pense qu'il n'est pas le président des gens de sa province, il est le président des Congolais. Et aussi, il faut le reconnaître, que toutes les personnes de la province d'origine du président de la République ne le soutiennent pas. Il y a des gens qui sont dans les ONG qui n'épousent pas tout ce que le gouvernement actuel est en train de faire. Il y a des gens de sa province qui sont au PPRD, qui sont chez la Mouka, qui sont dans l'ensemble pour la République. Et il y en a aussi d'autres qui ne sont dans aucun parti politique. Il est donc dommage de considérer que quand on est de la province du président de la République, on doit absolument les soutenir. Je pense que c'est une pensée qui ne fonctionne pas en démocratie. Je pense que c'est une pensée qui ne peut pas être prouvée parce que l'expérience sur terrain démontre que cette thèse qui a été avancée lors de l'examen des candidatures pour la présidence de la CENI est tout à fait erronée. Chers internautes, chers téléspectateurs de notre chaîne, je voulais aujourd'hui vous appeler, dans le cadre de votre engagement citoyen, de soutenir notre proposition par rapport au changement dans la désignation du président de la CENI, de partager cette proposition pour qu'elle soit intégrée dans la désignation du président de la CENI. Vous allez voir que si les confessions religieuses, où il y a beaucoup d'intellectuels, où il y a beaucoup d'hommes d'expérience, et suivent cette proposition, nous allons arriver seulement à la conclusion que le processus est transparent, le processus est inclusif et que nous devons nous faire avancer. Nous devons avancer, nous devons aller de l'avant. Je crois que c'est aussi l'opportunité maintenant, parce que les choses qui ont eu lieu lors de la sélection de Ronsard Malonda ont totalement divisé les chefs de confession religieuse, ont suscité la haine, ont suscité la jalousie, ont suscité la médisance. Il est important que les chefs de confession religieuse
se réconcilient, se demandent mutuellement pardon pour le bien du Congo et que le processus qui va commencer, qu'il soit celui relatif aux réformes de la CENI ou à la désignation du président de la CENI, soit un processus inclusif, soit un processus conduit avec amour, conduit avec sincérité, conduit avec vérité, pour que nous tous nous puissions sortir grands de ce processus. Permettez-moi de vous rappeler que le processus électoral, depuis 2006, a fait tuer beaucoup de Congolais. Est-ce qu'il est possible maintenant que nous tous en tant que citoyens, que nous toutes en tant que citoyennes de la République démocratique du Congo, nous puissions travailler pour que les élections de 2023 soient des élections qui nous rassemblent, soient des élections qui nous mettent ensemble, soient des élections qui se passent sans mort. Parce que dans la guerre de l'Est et bien d'autres troubles qui ont eu lieu en République démocratique du Congo, il y a eu beaucoup de Congolais qui sont morts. Et je pense que nous devons tourner la page de la mort à cause des élections pour que chaque processus électoral nous apporte la paix et la joie. Nous allons pouvoir terminer notre émission sur cette note en vous rappelant que nous avons voulu vous présenter cette émission pour faire la proposition inclusive, transparente en ce qui concerne la désignation du président de la CENI. Mais d'abord et toujours et encore les réformes de la CENI et de la loi électorale. Ces réformes sont très importantes. Si vous avez aimé cette émission, c'est Maître Jean-Claude Katende, président national de l'Azado, qui vous a parlé. Et si vous voulez me contacter, mon numéro est affiché sur cette émission. C'est plus 243 81 17 29 908. Je voudrais donc vous dire merci et vous demander de partager les liens de cette vidéo avec vos frères, avec vos amis, avec les décideurs de la République démocratique du Congo qui sont en contact avec vous, et surtout d'encourager vos proches, surtout d'encourager vos amis à s'abonner à notre chaîne. Vous verrez qu'il y a une mention abonné en rouge. Vous appuyez là-dessus, vous allez vous abonner et vous appuyez sur la cloche pour pouvoir, n'est-ce pas, recevoir la notification de nos émissions. Je vous dis merci pour aujourd'hui et à très bientôt. Au revoir.